Bonjour, je suis ravie de venir vous parler des jardins ouvriers, jardins familiaux. Alors ça avait été mon sujet de thèse de 3e cycle, mais d'un point de vue très historique. J'ai redécouvert ces petits jardins quand je suis venue dans le département, mais c'est vrai que cette conférence va être quand même assez historique, hein, et on va revenir vraiment au début et à la mise en place de ces jardins. Alors vous voyez là quelques exemples dans le Val d'Oise, hein. On avait déjà fait une première visite des groupes de jardins en 93, on en a refait depuis par la suite. On va voir que ces petits jardins participent du paysage de la banlieue parisienne, alors petite, moyenne et grande couronne, hein. Ils s'immiscent entre les HLM, les infrastructures routières, les lignes à haute tension, parfois même dans ces paysages qu'on dit interstitiels. Alors qu'on les croyait condamnés après-guerre, eh bien, depuis une trentaine d'années, ils renaissent, se développent et ils constituent un phénomène social et urbain sur lequel se penchent justement sociologues, urbanistes et historiens. Alors, je vous ai mis quelques sites emblématiques, Pontoise, Sarcelles, Fos, il y en a bien d'autres, hein. On reverra des photos des jardins du département à la fin de la conférence. Alors, à l'origine, les jardins ouvriers, ce sont des petites parcelles de terre qui sont donc regroupées en lotissements, qui sont historiquement plutôt associatifs et qui sont gérés par les familles, qui sont jardinés après le travail, hein. Donc, ce ne sont pas des professionnels du jardinage. Ils profitent des fruits du jardin, hein, des légumes. Ils n'ont pas le droit, en principe, de les revendre, hein. Ça fait assez longtemps que les règlements sont comme ça et c'est encore ainsi aujourd'hui. Et donc ces lieux de forte sociabilité ont fait partie historiquement du paysage de l'Île-de-France, hein. Ils ont représenté un espace où se sentir presque à la campagne. Pour les familles rurales qui venaient chercher du travail en grande couronne parisienne, à la fin du 19e siècle, on est quand même beaucoup dans ce cadre-là. Et puis, pour les Parisiens eux-mêmes, qui, quand la famille s'agrandissait, eh bien, partaient souvent en couronne parisienne parce que les loyers y étaient moins chers. Et je vais reprendre une citation d'une journaliste, Yvonne Sarcey, qui a travaillé dans les annales politiques et littéraires et qui décrit ainsi ces petits jardins, hein. Ils sont grands comme des mouchoirs de poche. Ils s'enorgueillissent de 2 ou 3 arbres anémiques. Et elle évoque aussi les dimanches de ces banlieusards qui, avec la bourgeoise et les 2 ou 3 gosses, savourent sous la tonnelle repeinte à neuf leur manger. Donc vous voyez, le décor est planté, on est un peu dans le style des photos de Doisneau, hein, avec une petite parcelle, un environnement qui est plutôt urbain, quoique, et puis la famille réunie au jardin. Alors, si on revient aux origines de la Ligue, on ne peut pas parler des jardins ouvriers sans évoquer le père des jardins ouvriers, hein, Jules Lemire. Donc, vous voyez qu'il est prêtre et c'est lui qui va mettre en place la Ligue française du coin de terre et du foyer à la fin du 19e siècle. La Ligue est devenue aujourd'hui la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, que je remercie parce que la plupart des photos de ce PowerPoint proviennent de leurs archives. Donc c'est lui qui met en place cette association. Alors pour reparler de l'abbé Lemire, hein, c'est une forte personnalité. Il est d'origine rurale puisqu'il est né à Vieux-Berquin, près d'Hasbrook. Il s'intéresse très tôt aux conditions de vie des familles modestes de la région d'Hasbrook. Et pour avancer dans sa biographie, donc, il va devenir député. À l'époque, on a encore quelques prêtres qui sont députés. Alors c'est un homme très connu, quand il devient député, quelqu'un l'a appelé la soutane la plus connue de France, hein. Donc vous voyez que du coup, il va avoir une tribune
pour parler un peu partout de sa grande œuvre, les jardins ouvriers. Toute sa vie, il va se battre donc pour améliorer la condition des familles modestes à la Chambre. En tant que député, il est à l'origine d'une loi sur le bien de famille, il est à l'origine, alors avec d'autres, pas seul, il est à l'origine de la mise en place des allocations familiales, il va s'intéresser à la question de la limitation du travail des femmes et des enfants, la mise en place d'un ministère du travail, la mise en place des retraites, donc une activité débordante. Alors, c'est un homme plein de contrastes, puisqu'il est traditionnaliste, notamment au début de sa vie et au début de son activité cléricale, mais il va siéger à gauche à la Chambre, ce qui est quand même un petit peu aussi un contraste. Et Clémenceau disait de lui « Ce naïf et bon abbé Lemire, qui non content d'ouvrir aux hommes les portes du paradis, veut absolument leur réserver d'appréciables joies sur la terre. » Et parmi ces joies terrestres, eh bien, figure le petit jardin ouvrier. Toute sa vie, il va se battre pour ces jardins. Et alors, élément très intéressant, l'abbé Lemire nous a laissé des carnets tous les jours ou tous les 2 jours, après toutes ses occupations politiques et de prêtre. Il écrivait sur ces cahiers qui sont aujourd'hui conservés à Hasbrook. Et dans toutes les pages, il parle des jardins. Et en effet, il s'était promis de ne pas faire un déplacement en tant qu'homme politique ou en tant que prêtre, de ne pas prononcer un discours sans parler de ces petits jardins. Et pourtant, l'abbé Lemire n'est pas un novateur. La question de la terre bienfaisante, matériellement, moralement, c'est déjà une idée ancienne. Il y a une pratique relativement ancienne, l'assistance par le travail de la terre. C'est-à-dire qu'au lieu de donner de la nourriture aux familles les plus modestes, c'est l'idée de leur donner une terre à cultiver pour qu'elles puissent s'en sortir par elles-mêmes. Et au XIXe siècle, il y a la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Au XIXe siècle, c'est la plus importante des organisations catholiques de charité, donc la Société de Saint-Vincent-de-Paul, par le biais de ses conférences. Les conférences, ce sont de petits groupes, plutôt de notables ou de jeunes qui veulent faire le bien autour d'eux, plutôt en zone rurale. Et donc ces conférences vont essayer de repérer des terrains disponibles pour les remettre à des familles modestes. On a encore à l'époque des biens communaux. On a aussi des communes qui par ailleurs décident d'aider des familles modestes en leur remettant des petits bouts de terrain à cultiver. Et puis dans le dernier tiers du XIXe siècle, on va avoir 2 mouvements de pensée qui vont renouveler cette idée de la terre bienfaisante matériellement et moralement, puisque l'aspect moral est aussi important. On a, vous avez peut-être entendu parler de Frédéric Leplay. Frédéric Leplay, c'est un économiste, réformateur social, plutôt traditionnaliste, qui préconise l'alliance des travaux industriels et des travaux domestiques. Et les travaux domestiques, pour lui, c'est le jardinage. Donc que l'ouvrier d'industrie puisse cultiver un peu de terrain à côté. Et puis on a aussi un mouvement particulièrement original, c'est le terrianisme. Alors le terrianisme naît dans le Nord, autour d'une figure locale, c'est le docteur Lancry. Alors le docteur Lancry, il habite Dunkerque, il est médecin, donc il parcourt le quartier. Alors, pourquoi il avance tout seul. Il parcourt son quartier et bien sûr, il soigne, il rencontre des familles pauvres. Et en même temps, il découvre qu'à Fort-Mardic, dans la banlieue de Dunkerque, il y a une petite communauté de pêcheurs. Ces pêcheurs se sont vus remettre par Colbert, donc vous voyez ça remonte, un terrain à charge pour eux de le cultiver. Et donc ces pêcheurs sont à la fois pêcheurs et jardiniers durant la morte saison de pêche. Et le docteur Lancry trouve ça formidable et donc il va mettre en évidence ce fonctionnement. Et puis, il va aussi avoir l'idée, alors vous savez qu'à l'époque, une des revendications, plutôt des mouvements de gauche, si on peut les appeler de gauche, c'est les 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos pour l'ouvrier, ce qui fait 8 x 3, 24. Et le docteur Lancry, lui, dans ce même contexte, va dire, moi, je veux les 3 x 8,
3 x 8 arts, c'est-à-dire 24 arts, c'est-à-dire la superficie du petit lopin de terre qu'il estime nécessaire pour qu'une famille puisse s'en sortir. Et donc, c'est la revendication des 24 arts. Et donc, au printemps 1893, le docteur Langry rencontre Jules Lemire, qui n'est pas encore député. Ils parlent tous les deux de ces projets autour de la terre, de la remise de terrain aux familles modestes. Et l'abbé Lemire est enchanté et il décide de se présenter à la députation sur la base d'un programme terrianiste, la terre pour la famille. Et en septembre 1993, il est élu à la députation et désormais l'abbé Lemire et le docteur Langry resteront vraiment très proches. Ce seront de très proches. Le docteur Langry sera un des proches collaborateurs de l'abbé Lemire. En même temps, on assiste à cette époque à un foisonnement d'idées autour de cette notion de terre. On est en plein exode rural, les villes s'industrialisent, s'agrandissent, et tous ces réformateurs sociaux sont frappés du développement du paupérisme ouvrier urbain et des menaces que cette pauvreté peut avoir, l'impact de cette pauvreté sur les familles. On va voir la séparation des familles, la dissolution des familles. On a un des thèmes importants aussi, c'est la ville funeste. La ville qui détruit les provinciaux qui viennent s'y installer à la recherche de travail. En 2-3 générations, il y a beaucoup d'études, beaucoup de débats sur ce thème. En 2-3 générations, les provinciaux qui sont arrivés en bonne santé physique et morale, eh bien, s'y éteignent, sont frappés de maladies. La mortalité est terrible dans certains quartiers, la tuberculose. Je ne vais pas réévoquer ça, mais fait rage. Donc tous ces réformateurs sociaux sont bien conscients du problème et de la nécessité de trouver une solution. À l'époque aussi, on a tout le mouvement de la démocratie chrétienne, les abbés démocrates qui sont très influents dans le nord de la France, et le thème agrarien est au cœur du catholicisme social et des préoccupations de tous ces prêtres qui pensent qu'il est nécessaire pour eux de sortir de leurs églises pour aller au contact du peuple, pour mieux le connaître, ce peuple, et voir comment remédier à la pauvreté de ces familles. Donc vous voyez un foisonnement d'idées, avec aussi des exemples d'œuvres qui se mettent en place, puisque donc l'abbé Lemire va recevoir aussi, à peine est-il élu député, une petite brochure qui vient de Sedan, d'une dame qui s'appelle Félicie Hervieux, c'est la femme d'un drapier qui se rend compte qu'il y a beaucoup de chômage, de pauvreté dans ces familles de drapiers, et donc elle a pu se faire remettre un terrain, et elle aussi va préfigurer un petit peu l'œuvre des jardins ouvriers en redistribuant des petits lopins de terre à cultiver. Alors elle organise aussi à côté des cours de couture pour les jeunes filles, des cours d'économie domestique. Chaque jeune ménage se voit remettre un petit terrain à cultiver, donc un ensemble d'œuvres centrées sur les familles. Le docteur Langry va à Sedan, rencontre Madame Hervieux et se dit qu'il faut continuer dans ce domaine. Et donc, peu de temps après, en 1896, l'abbé Lemire, avec le docteur Langry, vont créer la Ligue française du coin de terre et du foyer, donc chargée de développer un petit peu partout les jardins ouvriers. Alors, un élément important sur le jardin, c'est que le jardin, dans l'esprit de ses promoteurs, n'est qu'une première étape. Dans leur programme terrianiste, le jardin ouvrier n'en constitue que le début. L'objectif de ce jardin, c'est de permettre à la famille de faire des économies. On n'achète plus de légumes, on fait des économies, donc on peut mettre un peu d'argent de côté. On peut acheter le terrain sur lequel on va pouvoir ensuite construire une maison. Donc l'objectif, c'est finalement que la famille puisse se faire construire une maison. Alors un projet complètement utopique à l'époque. Et seule, finalement, la première étape de ce grand projet terrianiste se réalisera par le biais de la Ligue du coin de terre et du foyer. Alors, il y aura dans quelques groupes de jardins des maisons, mais c'était tellement lourd pour une famille, surtout en banlieue parisienne, puisque je vais vous parler après de la banlieue parisienne, étant donné la pression foncière
qui commence à croître au début du XXe siècle, que finalement, seuls les jardins ouvriers se verront le jour. Alors, on a beaucoup parlé des avantages matériels et moraux de ces jardins. Hein, le jardin, c'est le lieu idéal et naturel de l'ordre social. Il doit permettre de moraliser, de socialiser la famille. C'est l'espace qui permet de compenser le taudis, un réservoir de bon air, hein, qui va permettre à la famille de mieux résister à l'anémie, au rachitisme, à la tuberculose. On a parlé du jardin qui est un dérivatif au travail asservissant de l'usine. Le jardinier, quand le week-end il viendra cultiver son jardin, ça sera un travail beaucoup plus épanouissant. Autre élément important aussi, le jardin évite à l'ouvrier d'aller au cabaret. Hein, et c'est important à l'époque, puisque dans cette entreprise de moralisation, de socialisation de la famille, eh bien, ne pas aller au cabaret est un élément important. Alors le cabaret, c'est le lieu où l'on boit, mais c'est aussi le lieu où l'on discute, le lieu où l'on refait le monde, le lieu où on peut se réunir, monter des projets pour ensuite manifester, se syndiquer. Voilà, donc le jardin permet d'éviter le cabaret. Et puis surtout, pour l'abbé Lemire et les premiers promoteurs de jardin, eh bien, ce petit coin de terre doit permettre l'épanouissement de la famille. Et là, je vous ai mis quelques dessins qui représentent un petit peu l'idéal dans l'esprit de ces promoteurs, de ces petites parcelles potagères. Donc vous voyez en haut, dans les deux d'ailleurs, la famille est réunie. Hein. L'objectif, c'était que la femme et que les enfants, voire les nouveau-nés, hein, puisqu'on voit en haut la maman qui allaite, viennent aussi au jardin et que ce ne soit pas juste un lieu de jardinage masculin. Vous voyez la tonnelle, hein, la petite cabane de jardin, on en reparlera par la suite. On voit en arrière-plan les usines, puisque les jardins sont destinés à s'implanter le plus près possible des habitations ouvrières et des quartiers industriels. En bas, on revoit aussi donc cette famille. En bas, c'est un dessin qui a été créé pour le trentenaire de la Ligue du coin de terre, donc en 1926. Donc vous voyez que l'ouvrier jardinier a un petit calot, on n'est pas très loin encore de la guerre. Et il y a un élément amusant en arrière-plan, vous voyez les ruches. Hein. Alors, il n'y a jamais eu beaucoup de ruches dans les jardins, mais elles ont quand même été mises là, l'abeille étant une petite travailleuse infatigable, et donc la ruche était un peu le modèle d'ordre, d'économie, de prévoyance et de travail qui pouvait donc être un modèle intéressant pour l'ouvrier. Mais j'insiste vraiment sur cette notion d'épanouissement et de liberté de la famille. Hein, par rapport à bien d'autres, certains historiens ont dit dans les années 1980-90, il y a eu beaucoup d'études pour critiquer ces jardins, qu'on jugeait paternalistes, qu'on jugeait... en fait, l'ouvrier était relativement libre dans son jardin, il cultivait ce qu'il voulait, il venait quand il voulait, et par rapport à bien d'autres œuvres, eh bien, la Ligue du coin de terre n'est pas l'une des plus encadrantes, des plus cadrantes et des plus moralisatrices. Donc vous voyez là les photos d'époque. Les groupes vont se développer surtout dans le nord. Et je fais une petite parenthèse pour évoquer les jardins industriels. Alors, les jardins industriels, c'est un autre fonctionnement. Ce sont les jardins patronaux, donc qui sont mis à disposition de l'ouvrier salarié par le patron. Hein. C'est-à-dire que le jardin, voire la maison qui est dessus, vous voyez là, donc ces maisons, sont remises aux travailleurs. Quand le travailleur perd son emploi, il perd le jardin et la maison. Il y a aussi en arrière-plan l'idée que ça permet au patron de ne pas augmenter l'ouvrier s'il lui donne un jardin et si l'ouvrier peut, en travaillant encore un peu plus, produire lui-même ses légumes. Donc là, je vous ai mis quelques belles photos des jardins de la Société des mines de Laon, avec des maisons ouvrières et des potagers. On retrouve aussi de l'enseignement culinaire vis-à-vis des filles de jardiniers. Voilà. Alors, l'abbé Lemire s'est intéressé à ces jardins.
lors des congrès de jardins ouvriers, puisqu'il y a eu plusieurs congrès nationaux et internationaux de jardins ouvriers, les patrons étaient invités, mais l'abbé Lemire et ses collaborateurs, eux, n'ont pas voulu reprendre ce système. Pour eux, les jardins ouvriers, c'était un système associatif qui n'était absolument pas lié au travail. Donc on a bien deux systèmes, le jardin ouvrier associatif, à partir de 1901, la loi d'association bien sûr, et les jardins patronaux. Et puis je vous ai mis un exemple à l'étranger pour montrer que ce système se développe aussi en même temps à l'étranger, à Charlottenbourg notamment, dans la banlieue de Berlin. Vous voyez donc un groupe de jardins, on est au tout début du XXe siècle avec ces petites maisons. En France, il n'y a pas eu beaucoup de maisons, mais dans les pays nordiques et en Allemagne, il y en avait beaucoup plus, avec un système à peu près similaire. Alors, la France et l'Allemagne se sont un peu disputés, savoir qui avait mis en place ces premiers jardins. On a en Allemagne, par exemple, dès les années 1860, un docteur pédagogue, le docteur Schreber, qui prône justement le développement de ces petites parcelles pour les ouvriers. Peu importe, en tout cas, c'est un mouvement qui naît vraiment à la fin du XIXe siècle. Au moment où on assiste, et c'est logique, à l'exode rural et au développement de banlieues relativement importantes autour des grandes villes. Alors là, la carte n'est pas très lisible, j'en suis désolée, mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup de petits carrés dans le nord de la France. Donc c'est dans le nord de la France que vont se mettre en place les premiers grands groupes. Alors pourquoi le Nord ? Le Nord, c'est le fief de la démocratie chrétienne. Et je vous ai dit que la démocratie chrétienne, ce qu'on appelait les abbés démocrates, étaient vraiment axés sur ce thème de la terre bienfaisante. L'abbé Lemire est du Nord, donc il a tout un réseau de relations, notamment des prêtres. Je vais reparler par la suite de l'importance des prêtres en tant qu'animateurs de groupes de jardin. Et puis, eh bien, on va faire une petite incursion en Seine-et-Oise, puisque j'ai essayé un petit peu d'introduire. Alors, on a très peu de documents, quasiment pas de documents figurés sur les jardins de Seine-et-Oise, mais on a quand même quelques petits éléments. Alors, la Seine-et-Oise, je dirais parfois le Val d'Oise, puisque c'est plus facile, est un département bien évidemment très rural. Beaucoup d'ouvriers ont déjà leur petit potager, qu'il s'agisse de jardiniers professionnels ou d'ouvriers travaillant dans des petites entreprises, dans des ateliers d'artisanat. Et à Marly-la-Ville, par exemple, on a une mention depuis le XVIIIe siècle, la commune mettrait à la disposition des indigents des petits lopins de terre. On a aussi un grand développement des sociétés d'agriculture et d'horticulture, sociétés d'agriculture de Pontoise, Gonesse, Montmorency, Argenteuil, et toutes ces sociétés vont vulgariser les améliorations techniques, elles vont encourager l'enseignement agricole, elles vont organiser des concours, des expositions auxquelles participeront ultérieurement les groupes de jardins ouvriers du département. Dès 1909, la Société nationale d'horticulture encourage les jardins ouvriers au niveau national. On a aussi, par exemple, à Magny, en 1898, un prêtre, l'abbé Tessier, qui fonde l'œuvre des jardins ouvriers de Saint-Fiacre. Alors, Saint-Fiacre, évidemment, le patron des jardiniers. Donc, il va s'inspirer des réalisations des conférences de Saint-Vincent-de-Paul, et donc il va faire aménager 14 petits jardins pour les familles. Alors, les familles de Magny, qui sont nombreuses et qui sont, bien sûr, nécessiteuses. À Sannois, alors, j'ai une vue du début du XXe siècle, je ne pense pas que, peut-être que les jardins l'étaient. On a la mise en place d'une société de tempérance. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une société de tempérance ? C'est une société qui lutte contre l'alcoolisme. Voilà, le fait d'être tempérant, c'est de ne pas boire, très raisonnablement. Et donc, on a évoqué tout à l'heure le cabaret et le jardin comme justement contrepoint au cabaret. Donc, cette société de tempérance décide de mettre en place des jardins pour occuper utilement les jardiniers. Petits jardins patronaux aussi. Alors, on a deux exemples à Argenteuil, la Lorraine Dietrich, qui vient de Lorraine, qui construit une grosse
entreprise qui construit des voitures, qui vient s'installer à Argenteuil. Et donc vous voyez en haut, on a la cité qui a été aménagée par la Lorraine Dietrich pour ses cadres et pour ses ouvriers, qui existe toujours d'ailleurs, hein, rue du Général de Langres. Et donc là, comme à la Société des Mines de Laon, les jardins sont associés aux maisons. En bas, on a à Survilliers l'installation d'une cartoucherie. Et là aussi, vous voyez que derrière les maisons ouvrières, on a des jardins. Donc à chaque fois, les jardins sont associés à des maisons. À Montsou, on a aussi un industriel, le maire est industriel, et donc il aménage là aussi 10 jardins sur un terrain. Et puis pour revenir dans la capitale, la capitale, donc vous voyez là, on a un petit groupe qui s'installe rue Vergniaud dans le 13e. Alors pour la Bellemire, que vous voyez ici au centre de la photo, on le repère bien, aménager des jardins dans Paris même relevait d'une espèce de gageure. Il n'y a pas beaucoup d'espace disponible. Mais on a ces arrondissements périphériques qui ont été annexés en 1860 par le baron Haussmann, qui ne sont pas encore complètement lotis. Et donc, quelques groupes de jardins vont voir le jour, notamment donc dans le 13e. Il y en aura également dans le 16e. Et puis ensuite, les jardins vont se développer en petite couronne et puis en moyenne couronne. Alors les jardins, comme je vous l'ai dit, ils s'installent à côté des usines, ils s'installent, les maraîchers partent, quittent la capitale ou la petite couronne, ils sont obligés pour conserver de grands terrains de partir plus loin. Donc à court terme, ces espaces auparavant occupés par les maraîchers qui constituent des réserves foncières vont être utilisés par la Bellemire et les promoteurs de jardins pour aménager des petits groupes en proche banlieue. Et donc on va avoir des groupes de jardins dans le nord, alors plutôt dans les communes industrielles, on en a à Pantin, à Aubervilliers, on a de grands groupes à Saint-Denis, on en a dans le sud, notamment autour de Ivry, donc des groupes de jardins. Alors on a des grands groupes de 100, 200, 300 jardins et puis des tout petits groupes d'une dizaine de jardins. Et la Bellemire s'explique ainsi: vous n'avez pas l'idée de ce que nous utilisons. Tous les coins les plus abandonnés, le rebut, la misère, ce dont personne n'a l'air de vouloir, même sans bail, sans sécurité pour le lendemain, avec 6 mois de jouissance devant nous, nous risquons la culture et cela nous porte bonheur d'avoir toutes les audaces, car 9 fois sur 10, nous réussissons. Sauf que si la Bellemire réussit 9 fois sur 10, 9 fois sur 10 aussi, le groupe est rapidement exproprié et doit retrouver un autre terrain. Enfin, en 1913, on dénombre quand même 1515 jardins dans le département de la Seine. Vous savez, donc ce département qui comprend Paris et les communes proches. Donc là, je vous ai mis quelques photos de groupe et on aperçoit bien la proximité à l'arrière-plan des usines et des logements ouvriers. Alors, ça pose effectivement des difficultés d'aménagement, notamment le long des forts, des fortifications et sur la zone. Puisque donc la Ligue du Coin de Terre va pouvoir bénéficier de l'espace qui longe les fortifications, qui longe la zone, et puis qui longe les forts de première ligne. Vous voyez en bleu, voilà, les petits points bleus, ce sont tous les forts que la Ligue va pouvoir investir et où vont se développer de grands groupes de jardins. Vous voyez, donc on a l'exemple là en haut du fort d'Ivry. Donc les jardins sont aménagés dans les fossés. On en a aussi sur les glacis et donc en bas des photos plus récentes du groupe d'Ivry. Alors ce sont des groupes qui existent toujours mais qui sont encore relativement menacés. C'est compliqué pour eux de résister encore aujourd'hui à l'urbanisation. Et donc, les jardins vont particulièrement se développer le long de ces forts. Vous voyez là qu'on est vraiment dans des terrains pentus, donc compliqués à aménager pour les jardiniers.
Et donc tous ces terrains, tous ces groupes de jardins qui entourent la capitale vont contribuer à former cette ceinture verte dont rêvaient l'abbé Lemire et les hygiénistes, puisqu'on a à l'époque tout un mouvement hygiéniste qui se crée, qui organise des journées, des rencontres, des colloques, et auxquels donc vont participer les membres de la Ligue du coin de terre et du foyer. Donc on voit, vous voyez, les jardiniers au travail. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est des aménagements considérables pour créer des jardins. Là, en haut, on a l'exemple du groupe d'Ivry. À Ivry, par exemple, il y a un groupe qui a été aménagé près de l'hospice, outre les jardins que vous avez vus le long du fort. Et près de l'hospice, ces jardins ont été aménagés sur une ancienne carrière. Donc les jardiniers ont dû d'abord faire sauter les blocs de pierre à la dynamite. En bas, encore beaucoup de travail à Ivry. Il y a aussi un exemple sur le boulevard Brune, dans le 14e, où là aussi le terrain a été particulièrement difficile à aménager. Et donc, nous dit toujours l'abbé Lemire, il faut avoir présidé à la formation d'un groupe pour comprendre ce qu'elle demande de temps et d'effort. Location, clôture, installation d'eau, lotissement, choix des jardiniers, que de demandes et de peines avant le premier coup de pioche. Et alors, on est dans une organisation un petit peu... à l'époque, c'est l'organisation des œuvres un petit peu de bienfaisance. On a les jardiniers qui sont les bénéficiaires de l'œuvre, et puis on a les notables qui donc encadrent ces jardiniers. Alors, les notables, qui sont ces gens? On a d'abord des prêtres. Puisque je vous ai dit que donc l'abbé Lemire avait une audience et avait un réseau, notamment parmi les prêtres de la démocratie chrétienne. Donc beaucoup de prêtres, au début, vont suivre l'abbé Lemire et vont mettre en place des groupes de jardins. Et la question, le problème de ces jardins, gérés par des prêtres ou des gens qui sont très proches, c'est la question du dimanche. Pourquoi ? Est-ce que le dimanche peut poser problème? Oui, la question du travail du dimanche. Voilà, on a oublié aujourd'hui cette question du travail du dimanche, mais effectivement, normalement, donc, dans la religion catholique, on ne doit pas travailler le dimanche. Et donc, certains prêtres, peut-être plus rigides que d'autres, se sont dit, est-ce que le jardinage est un loisir ou est-ce que c'est un travail? Et il y a eu beaucoup de débats, notamment dans le premier congrès des jardins ouvriers, pour savoir s'il fallait accepter que le jardinier vienne travailler le dimanche. Alors, ça posait aussi problème parce que si on n'autorise pas le jardinier à venir bêcher le dimanche, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va aller au cabaret. Donc, les prêtres les plus libéraux préféraient voir les jardiniers suer un petit peu dans leur jardin le dimanche. Voilà. Alors après, l'abbé Lemire, c'est un homme, je vous l'ai dit, un petit peu plein de paradoxes, et lui a été très vite pour la séparation de l'Église et de l'État. Donc, il a subi une sanction de la part du Vatican, il a été interdit. Il n'avait plus le droit de célébrer la messe. Et à ce moment-là, eh bien, tout un grand nombre de prêtres l'ont laissé tomber. Leur hiérarchie leur a interdit de continuer à gérer des jardins, de continuer à avoir des relations avec l'abbé Lemire, qui a dû trouver des notables, des laïcs, pour gérer les œuvres de jardins ouvriers. Alors, un certain nombre de prêtres sont restés, mais c'est vrai que progressivement, eh bien, la Ligue, du coup, s'est détachée un petit peu de cette tutelle cléricale. Et des notables, alors des philanthropes, des gens à la retraite, des anciens industriels qui disposaient d'un peu de temps. Je vous ai parlé des sociétés de Saint-Vincent-de-Paul qui vont administrer un certain nombre de groupes de jardins. On a des jeunes aussi, vous avez peut-être entendu parler du Sillon, ce mouvement qui regroupe des jeunes catholiques derrière Marc Sangnier, qui veulent aller justement à la rencontre du peuple et qui donc vont gérer des groupes de jardins. C'est pareil, à partir du moment où
Marc Sangnier est condamné, doit dissoudre le sillon, eh bien le sillon est mis de côté et certains prêtres ne fonctionneront plus avec ces jeunes sionistes. Mais voilà, donc un ensemble de notables qui vont gérer les jardins et qui vont donc administrer les groupes de jardins qui sont associés à la Ligue du Coin de Terre. La Ligue du Coin de Terre a des groupes qui lui sont associés vraiment, avec lesquels elle fonctionne, et puis des groupes avec lesquels elle est en relation, mais qui sont moins rattachés à la Ligue, hein, qui ne bénéficieront pas, par exemple, de sa reconnaissance d'utilité publique. Hein. Voilà, donc il y aura des œuvres plus autonomes qui se mettront en place. Donc voilà, on a toujours ces jardiniers. Alors, qui sont ces jardiniers ? Quand on regarde les archives de la Ligue du Coin de Terre, on n'a pas beaucoup d'éléments de renseignement sur ces jardiniers. Hein. On sait qu'au départ, ce sont des ouvriers, majoritairement. Ensuite, à partir des années 20, on assiste à une diversification des catégories socio-professionnelles des jardiniers et que l'on voit donc arriver des employés, des employés du commerce, des fonctionnaires, hein, beaucoup de cheminots qui ne peuvent pas tout, voilà, beaucoup d'autres petits fonctionnaires qui viennent arriver dans le jardin. Et là, on commence à se dire que ce terme jardin ouvrier ne correspond pas. Mais comme il a fait fortune, comme tout le monde connaît cette appellation jardin ouvrier, eh bien, elle va rester jusque dans les années, elle va être utilisée jusque dans les années 50. Alors, ces jardiniers, leurs opinions politiques et religieuses ne nous sont pas connues, mais a priori, l'abbé Lemire ne voulait absolument pas que ça pose problème. À partir du moment où les jardiniers n'en faisaient pas état dans le jardin, venait qui voulait. Hein. À partir du moment où c'était plutôt des familles nombreuses, plutôt des familles décidées à cultiver leur jardin, il n'y avait pas de problème. Hein. Il y a eu à un moment une société de jardin ouvrier dans le midi de la France qui a tenté de demander un certificat de baptême pour accueillir les familles et leur donner un jardin. Et très vite, la Ligue a dit non, ce n'est pas possible. Hein, voilà. Ça n'était pas non plus des familles très très pauvres. Hein. L'abbé Lemire s'est rendu compte, et ses collaborateurs se sont rendus compte très vite qu'il faut de l'énergie pour cultiver un jardin. Il faut pouvoir y aller. Le jardin n'est pas forcément tout près de l'endroit où réside la famille, et que les familles les plus modestes, très souvent, eh bien, ne sont pas forcément l'énergie pour cultiver ce jardin. Voilà. Donc le règlement, comme je vous l'ai dit, oblige à cultiver presque entièrement la parcelle, à ne pas vendre le résultat de la parcelle. Et puis, en échange de la remise du terrain, il y a une cotisation. Alors, j'insiste sur le terme cotisation. Ça n'est pas une location. Hein. Encore aujourd'hui, les jardiniers de la fédération ne payent pas de location. Hein. C'est une cotisation. On est dans une association à partir du début du XXe. Voilà, et donc la cotisation rend l'ouvrier adhérent à cette association. Ça n'est pas un locataire. Vous voyez là, je vous ai donné l'exemple du boulevard Brune. Donc là aussi, on est dans le 14e, tout près de la capitale, en limite des fortifications, avec des jardiniers qui là aussi se sont donné beaucoup de balles pour cultiver un terrain qui était très, très mauvais et encombré de gravats. Alors, les aides, les conseils techniques sont nécessaires. Hein. On a des familles qui viennent de province, qui ont peut-être une tradition un petit peu de jardinage, mais on a ces familles qui sont peut-être depuis 2-3 générations en région parisienne, qui n'ont plus de contact avec la terre, qui viennent peut-être de la capitale s'installer en banlieue, et donc il faut absolument aider les jardiniers. Donc vous voyez en haut, là je n'en ai pas trouvé sur Paris, mais donc à Saint-Étienne où il y avait un grand groupe qui s'était mis en place sous l'égide d'un prêtre jésuite. Donc, et vous voyez donc là les cours d'horticulture qui étaient dispensés aux jardiniers. On les aide aussi, on distribue des manuels, on distribue des petites brochures. On a dans la région parisienne le syndicat des maraîchers d'Île-de-France, Monsieur Curé,
Jules Curé, mais c'est un laïc, hein, qui se dévoue et qui va donner un peu partout des cours de jardinage. Donc vous voyez là en bas à Ivry, donc remise de diplôme après un concours de jardinage, hein, puisque donc les concours de jardinage ont été nombreux dans les jardins. Puisque l'objectif, je vous l'ai dit, c'est l'épanouissement de la famille. Donc, à côté des activités de jardinage, eh bien, la Ligue du Coin de Terre va mettre en place d'autres activités pour réunir les jardiniers, hein, les aider à cultiver le jardin. Alors, la Ligue calcule aussi combien rapporte le jardin. Alors, c'est compliqué, hein, ça dépend de l'habileté du jardinier, ça dépend de la grandeur de la parcelle, de la qualité du terrain. Est-ce qu'il faut calculer le rapport du jardin en fonction du prix de vente, en fonction du prix d'achat, de ce que mettrait la famille ouvrière pour acheter ces mêmes légumes? C'est assez compliqué. Juste un petit point en plus pour les concours de jardinage. Ces concours de jardinage, c'est compliqué aussi. Comment évaluer quel prix donner aux jardiniers, hein. Pendant un certain temps, c'était le plus gros volume de légumes. Donc les jardiniers essayaient d'avoir le maximum de récoltes, la plus grosse carotte, le plus gros chou, etc. C'était assez difficile tout cela à mettre en place. Alors, un petit élément aussi, vous avez déjà vu sur plusieurs des photos, ces petites cabanes, abris de jardin, que la Ligue appelle tonnelles. Alors c'est un nom un petit peu pompeux, vous en voyez une particulièrement jolie en haut, hein, une maison miniature, on voit en bas une cabane qui s'apparente plus aux cabanes de jardin traditionnelles. Alors, pour l'abbé Lemire et ses collaborateurs, un groupe de jardin était un groupe qui fonctionnait bien quand il y avait des tonnelles, hein, quand chaque jardinier avait construit sa petite cabane. Alors la tonnelle, c'est un élément important puisque pour la Ligue, c'est le symbole de l'appropriation du jardin, hein. En plus, la famille peut venir. S'il fait froid, si on veut déjeuner, s'il pleut, la famille pourra s'abriter sous la tonnelle. La tonnelle, c'est un petit peu la maison de campagne que le jardinier ne pourra jamais acquérir. Donc, l'importance de cette petite tonnelle. Alors, là, elles sont très belles. Beaucoup de ces tonnelles étaient édifiées avec des matériaux de récupération, hein. Les jardiniers n'ont pas les moyens d'acheter forcément des matériaux, donc ils récupéraient tout ce qu'ils pouvaient. Quand le groupe était loué, quand le terrain a été loué par la Ligue, elle n'en était pas propriétaire, eh bien les jardiniers pouvaient être expulsés d'ici quelques années, donc il ne fallait pas non plus trop investir dans la cabane, et donc de fait, eh bien, ces cabanes assez rapidement ont posé des problèmes d'esthétisme. Et dès les années 1910, dans le bulletin de la Ligue du Coin de Terre, on voit les recommandations faites pour que les cabanes soient relativement jolies. Parce que c'est important, c'est aussi l'image des jardins, l'image de ces groupes, hein. Il ne faut pas que ces jardins aient l'air un petit peu de terrain vague, à peine jardiné. Il fallait que les jardins soient bien entretenus. À l'époque, la Ligue, vous imaginez qu'un groupe de jardins qui s'installe sur la zone, je ne sais pas si vous avez idée de la zone qui entoure la capitale à l'époque, hein. On a des photos de la zone, il y a des petites cabanes, il y a des chiffonniers, c'est un lieu un peu inquiétant, la zone. Et si la Ligue du Coin de Terre réussit à avoir des terrains sur la zone, elle s'installe pas loin de ces chiffonniers, les jardiniers y viennent. Ces jardiniers, ils inquiètent un peu aussi, hein. Qui sont ces gens qui vont bénéficier d'un peu de liberté, d'une cabane? L'abbé Lemire a toujours été assis un peu entre deux chaises, hein. Je vous ai dit qu'il siégeait à gauche à la chambre. C'est un prêtre qui est attaché aux valeurs traditionnelles liées à la famille. En même temps, il fait venir des populations miséreuses dans les jardins dont on ne sait pas trop qui elles sont. Les notables s'inquiètent, hein, de ces jardins. Est-ce que ça ne va pas être un repère d'Apaches? Les Apaches, c'est le nom qu'on donne à l'époque aux mauvais garçons. L'abbé Lemire a besoin des notables, puisqu'il cherche des cadres pour gérer les groupes de jardin.
Il a besoin aussi d'aide financière. La Ligue reçoit des legs, des donations, grâce auxquelles elle va pouvoir se rendre propriétaire de quelques groupes de jardins, acheter en propriété des terrains pour y aménager des groupes qui, de ce fait, bénéficieront d'une certaine pérennité. Donc, il faut rassurer. Hein. Et c'est important, notamment dans une commune, rassurer les notables, le maire, les élus de la commune. Et eh bien, les fêtes de jardin vont contribuer un petit peu, d'une part, à faire des groupes, des lieux d'épanouissement pour les familles. Hein. Je vous ai indiqué l'importance de cette notion d'épanouissement dans les jardins, et puis eh bien, montrer aussi aux notables locaux eh bien, qu'on est capable de réaliser des choses avec ces jardiniers, de faire des fêtes réussies et de convier les notables. Alors, ces fêtes de jardin, elles ont eu un impact important. Il y a beaucoup de photos dans les archives de la Ligue du Coin de Terre. Il y a même les films Pathé Gaumont qui sont venus tourner des petits films qu'on retrouve encore aujourd'hui à l'INA, des films de quelques minutes. Alors les plus belles fêtes de jardin ont lieu à Ivry, à Vitry et près du fort de Bicêtre, hein, au Kremlin-Bicêtre et à Vitry. Donc vous voyez, on voit les notables qui défilent, les jardiniers en bas. Alors là, on a les enfants qui sont costumés. Hein, à Ivry, les fêtes étaient particulièrement grandioses, avec des visiteurs prestigieux. Hein. Vous voyez en haut le président Poincaré qui est venu à Ivry en 1913. Alors, il était en visite officielle à Ivry pour aller rencontrer le maire, mais il est quand même venu faire un tour dans les jardins. Vous voyez, on le voit au milieu avec sa petite barbiche et on a face à lui l'abbé Lemire. En bas, on voit à côté de l'abbé Lemire un militaire, c'est le commandant du fort, qui est invité à venir découvrir les jardins. Ces fêtes sont très importantes. Il y a une historienne qui a bien parlé de ces fêtes en mettant en avant aussi la fierté des jardiniers. Hein. Ces fêtes étaient importantes parce qu'il s'agissait pour ces familles modestes eh bien de montrer qu'elle pouvait cultiver des choses, elle pouvait offrir des fleurs lors de ses visites, les jardins étaient décorés, on mettait en avant la production des jardins. C'est un petit peu la notion anthropologique de don contre don. Je vous donne un jardin ou je vous donne l'usage de ce jardin et en échange, vous pouvez m'offrir quelque chose et c'est très important pour la fierté de ces familles. À Ivry, un petit élément amusant aussi, dans le cadre des visites, alors il y avait des petites scénettes, les enfants chantaient, la fanfare locale venait animer la fête. Et à Ivry, par exemple, tous les bébés nés dans l'année étaient présentés par leur mère. Donc vous voyez cette notion aussi importante de la famille et de mettre en avant ces familles. Hein. On voit là-haut aussi, c'est pareil, on est sur une visite avec les petites filles qui posent devant avec des bouquets de fleurs. Vous voyez à droite une tonnelle particulièrement réussie et mise en évidence donc, sur cette photo qui a été tirée en carte postale et qui servait à la promotion de la Ligue et des jardins ouvriers. Vous voyez là encore, on voit donc tous ces jardiniers. Alors il y a eu j'ai parlé des fêtes, j'ai parlé des concours de jardinage. Dans certains groupes de jardin, il y a eu des sociétés mutuelles. On a dans certains autres des cours d'enseignement ménager. On a des petites chorales. On a beaucoup d'activités qui se mettent en place dans les groupes de jardin. Alors, dans les groupes de jardin qui fonctionnent le mieux. Hein. Certains groupes, eh bien, il n'y a que les hommes qui viennent faire du jardinage et les promoteurs du jardin en seront un peu désolés. Hein. L'objectif ne sera pas atteint que de faire venir complètement les familles dans ces groupes de jardin. Et puis on a toutes les activités informelles, les relations qui se mettent en place entre jardiniers. Hein. On s'invite sous la tonnelle, on se reçoit, on papote, on va aider le voisin à arroser, on se donne des légumes quand certains ont produit plus que l'autre.
on va bêcher la parcelle de celui qui est malade. Et ça, certainement, ces groupes ont constitué vraiment des lieux d'intégration dans cette banlieue où, comme je vous l'ai dit, arrivent des populations nouvelles qui viennent s'y installer parce que les loyers sont moins chers et parce qu'on peut travailler dans les usines à proximité. Alors, si on revient à nos jardins, ah oui, encore deux images. Donc, on voit, vous voyez, dans une petite parcelle, une balançoire a été aménagée. Donc là, les enfants y étaient particulièrement bienvenus. J'aime bien l'image, la photo de droite, parce qu'on voit la bouteille transportée par le petit garçon. Alors, c'est vrai que dans les petites cabanes, eh bien, on pouvait boire. Alors, tout n'était pas rose dans les jardins. Il y a des groupes de jardins qui fonctionnaient moins bien. Il y a des jardiniers qui ne cultivaient pas suffisamment les parcelles. On a par exemple l'exemple du groupe de Versailles, où les jardiniers ont réouvert au fond du groupe, tout au fond, là où on les voyait le moins, une petite porte, parce qu'il y avait un cabaret juste à côté, comme ça ils pouvaient filer. Voilà, donc les groupes marchaient plus ou moins bien. Voilà. Alors, si je reviens en Val d'Oise, on va réévoquer nos jardins patronaux. Hein. On a donc à Asnières-sur-Oise la fabrique de caoutchouc de Lacoste, celle qui a fabriqué la fameuse girafe, qui donne des terres aux membres de son personnel. En bas, on a la sucrerie Pierre Corbin à Hus, qui va aussi mettre des petits terrains à disposition du personnel. Un petit aspect aussi des cités-jardins qui se mettent en place dans le département. Alors, ce n'est pas les jardins ouvriers, hein, mais c'était le même projet de développer un petit peu le jardinage et les petites parcelles. Avec donc en haut, on est dans l'Oise à Chambly, donc on aperçoit les jardins et la cité est à l'arrière. À gauche, dans la cité d'Orgemont, à Argenteuil, qui est la plus importante des cités-jardins du département et qui se met en place au début des années 20, on a aussi beaucoup de parcelles potagères, hein, on les voit bien là. À Marines, on a la société d'horticulture du canton de Marines qui va donner des petits jardins aux jeunes ménages et aux anciens combattants, parce que dans les années 20, eh bien, il y a eu aussi tout un mouvement de remise de jardins aux anciens combattants afin de les réintégrer le mieux possible dans la société. À Pontoise, donc non loin d'ici, mais je n'ai pas d'iconographie. On a deux sociétés, la Société des Petits Jardins et puis le Foyer du Travailleur de Pontoise, qui est une société anonyme pour la construction d'habitations à bon marché. Et ces deux sociétés vont développer, elles aussi, des petites parcelles de terre pour leurs adhérents. Alors, on va évoquer une période plus difficile. Je voudrais juste dire un mot sur les jardins, au fur et à mesure, vont s'adapter aux transformations de la société, hein, qu'il s'agisse de transformations sociales, sociétales ou conjoncturelles. Transformation conjoncturelle avec la question des guerres, hein, en 1914 et en 1940, l'importance du jardin, bien sûr, il faut souligner l'importance du jardin en matière de ravitaillement. Au début des années 30 aussi, suite à la crise économique de 29, on reparle de l'intérêt alimentaire des jardins ouvriers, hein, il y a un petit sursaut et un développement un petit peu de ces jardins. Transformation sociétale aussi, hein. Je vous ai dit que les catégories socio-professionnelles des jardiniers s'élargissaient, hein, donc des catégories un peu plus aisées qui rentrent dans les jardins. Les jardiniers commencent à participer à la gestion des groupes, hein. Suite au désengagement des notables, eh bien, des jardiniers vont commencer à gérer eux-mêmes des groupes de jardins. Transformation sociétale aussi que l'accroissement du temps libre, hein. En 1919, on a la loi des 8 heures. En 1936,
on a les congés payés, et puis on a la semaine anglaise qui apparaît. La semaine anglaise, ça veut dire que le salarié va bénéficier de son samedi après-midi. Et donc on a beaucoup de débats au cours des années 20 et au cours des années 30 sur la question des loisirs du travailleur. Toutes les sociétés d'éducation populaire se posent cette question des bons et des mauvais loisirs pour l'ouvrier. Alors quand j'ai parlé des mauvais loisirs, je vous avais parlé du cabaret. Il y a un autre loisir qui apparaît et qui peut paraître mauvais pour certains, c'est le cinéma. On voit apparaître la peur du cinéma. Le cinéma, on est enfermé, on est dans une salle, on est mélangé, on peut voir des films pas très intéressants moralement. On est beaucoup mieux au bon air et au jardin, d'autant plus qu'au jardin on respire et bien c'est une activité productrice de légumes. Donc cette notion a été importante pour un petit peu provoquer l'essor des jardins et des structures importantes au niveau français et au niveau européen se sont intéressées justement à l'essor des jardins dans le cadre du nouveau temps libre pour les jardiniers. Et puis donc, si je reviens sur cette question de la Seconde Guerre, on va avoir un essor énorme des jardins ouvriers durant la Seconde Guerre. On a, je vais vous donner un chiffre, on a 4000 jardins ouvriers en 1939 en région parisienne, on en a 250 000 en 1944, qui est le plus haut niveau atteint. Donc vous voyez ce phénomène d'importance, le moindre recoin est cultivé. Alors la Ligue va travailler avec le Secours national pour développer le jardinage. Alors je vais aborder deux aspects de l'activité de la Ligue du Coin de Terre durant la Deuxième Guerre. Premier aspect, c'est le développement des jardins. Le travail de la Ligue avec le Secours national. La Ligue met en place et gère des centres de conserverie familiale. Elle va être chargée de distribuer un petit montant, une subvention pour tous les gens qui cultivent, qui se mettent au jardinage et qui cultivent un jardin, avec 3 types de jardins. Les jardins ouvriers qui sont des jardins associatifs, les jardins industriels qu'on a déjà évoqués. Donc pour tout nouveau jardin industriel, une subvention est donnée pour celui qui la cultive via l'entreprise. Et les jardins familiaux. Et c'est là qu'on voit apparaître le terme jardin familial. Un nouveau père de famille qui veut cultiver son jardin, qui n'adhère pas ou qui n'adhérait pas auparavant à la Ligue du Coin de Terre, va pouvoir aussi, s'il en fait de la demande, s'il remplit X papier, bénéficier d'une subvention aussi qui va l'aider à aménager ce jardin. La Ligue distribue des brochures, distribue des manuels pour apprendre à ces nouveaux jardiniers à cultiver convenablement leur jardin et à mettre plutôt les variétés qui produisent le plus. Deuxième aspect que je vais évoquer, c'est le fait que la Ligue n'a pas pour autant collaboré. Donc j'en dirai juste 3 mots, mais je pense qu'il faut faire évoquer les deux aspects. La Ligue considérait de son devoir de participer à l'effort, cet effort pour ravitailler les populations occupées, mais par ailleurs, elle a refusé d'intégrer dans son journal la propagande allemande. Donc le journal, l'apparition du journal a été arrêtée. Et par ailleurs, à la tête de la Ligue, on a un homme qui vient, donc l'abbé Lemire est décédé 10 ans auparavant, c'est Francis Queguet, qui va gérer les jardins. C'est lui qui a mis en place les éditions Blue Dagger, vous en avez peut-être entendu parler. Il devient donc délégué national et comme il anime en même temps des réseaux de résistance, certains groupes et certains cadres de l'association, voire même des jardiniers, feront à la fois du jardinage et participeront à des réseaux de résistance. Ça me semblait important de dire ça. Alors évidemment, on a la promotion des jardins du Maréchal, vous voyez donc dans le courrier de Seine-et-Oise, qui est actuellement conservé aux archives départementales des Yvelines.
Et en Val d'Oise aussi, eh bien, les jardins se développent durant l'occupation. Vous voyez en haut, on est pas loin d'ici, hein, la distillerie l'alcool levure donc, qui se met en place. Et donc au début des années 40, alors je ne sais pas si les jardins existaient auparavant ou s'ils ont été mis en place par le patron de l'alcool levure, mais vous voyez, on aperçoit bien d'un côté de la route, donc entre la route et l'Oise, on a la distillerie, hein, la photo date de la fin des années 50, et puis de l'autre côté de la route, on a les jardins. Et dans ces jardins, la production était particulièrement importante parce qu'on y épandait l'eau de lavage des betteraves. Et donc, c'est une eau particulièrement fertilisante. Et donc, dans les années 80, oui, en 93, quand j'avais rencontré un ancien jardinier, il me disait qu'il tirait des quantités considérables de légumes de ces jardins. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont quasiment tous disparu. On voit aussi en bas, donc à Montigny-les-Cormeilles, encore du jardinage, à Argenteuil. Alors, à Montigny, des jardins sont concédés pour les militaires autour du fort de Cormeilles. Hein. Autour des forts, on a aussi, durant l'occupation, des terrains qui sont concédés aux jardiniers. À Argenteuil, par exemple, on a une association qui s'appelle l'association Plein Air, Pleine Vie, qui aménage 60 jardins dans le quartier des Champious et du Val Notre-Dame. Et on a une société anonyme coopérative de construction ouvrière d'Argenteuil qui va aussi aménager des jardins là-bas. À Pontoise, vous voyez donc à côté de la caserne, les militaires, mais aussi les pontoisiens venaient cultiver et faire du jardin à côté de la caserne. Alors, les années de reconstruction vont être les années d'un reflux des jardins. C'est la période la plus difficile pour diverses raisons. D'abord, tous les groupes qui ont été créés durant la guerre, dans un contexte de nécessité du ravitaillement, disparaissent plus ou moins. Les terrains sont repris. Donc beaucoup d'expropriations, hein, notamment en petite et moyenne couronne parisienne. Et puis on est plutôt dans une période parti pris d'un aménagement urbain plutôt anti-pavillonnaire, plutôt collectif. On a l'absence de protection législative de ces jardins. Beaucoup de groupes avaient un statut foncier fragile et donc sont expropriés. La question de l'esthétisme des groupes pose de plus en plus problème. Ces cabanes aménagées de briques et de broc et qui sont peu esthétiques donnent une mauvaise image de la Ligue. Il y a peut-être aussi le caractère ou l'image, du moins un peu paternaliste, de l'association. On est aussi dans la société de consommation, donc on estime que le jardinage alimentaire, on n'en a plus besoin, qu'on va tout trouver dans les supermarchés, avec l'arrivée de loisirs nouveaux, l'arrivée de la voiture qui va permettre, au lieu d'aller jardiner à proximité, on va pouvoir prendre la voiture pour aller beaucoup plus loin, donc de nouveaux loisirs, et tout ça finalement, vous voyez, je vous ai mis quelques photos de tous ces chantiers dans le département. Hein. Donc, on passe de la Seine-et-Oise au Val d'Oise, une pression foncière de plus en plus importante. Et donc tout ça est terriblement difficile et terriblement néfaste pour tous les petits groupes qui s'étaient constitués auparavant. Alors en 1952, on a quand même une loi qui codifie les jardins qui vont désormais être appelés jardins familiaux. Mais il faut attendre vraiment les années 70 et notamment la loi Royer, donc du 10 novembre 1976,
qui va réglementer, protéger un peu ces jardins, les inscrire dans le cadre législatif. Non, ça c'était en 52, pardon, mais la loi de 76 va réglementer et protéger ces jardins avec, en 1991, la signature d'une charte nationale des jardins qu'on appelle désormais jardins ouvriers, familiaux et sociaux, signée donc par le ministère de l'Environnement qui s'intéresse à ces jardins, signé par le ministère d'une part et par les plus grandes associations de jardins familiaux, donc la Ligue du Coin de Terre notamment, qui devient Fédération nationale des jardins familiaux. On a aussi l'association des jardins du Cheminot qui est importante et qui gère un bon nombre de groupes dans le département. Alors en 2007, on a aussi la création du Conseil national des jardins collectifs et familiaux qui a pour but d'encourager le développement de ces jardins et de protéger la biodiversité dans un jardinage respectueux de l'environnement, puisque ce sont des thématiques nouvelles, mais qui sont importantes aujourd'hui dans les groupes de jardins. Alors aujourd'hui, mais si je me trompe, la personne qui représente la fédération ici me complétera après, la fédération fédère 200 associations en Île-de-France et elle gère donc 3000 parcelles à peu près, donc 70 groupes, dont deux petits groupes dans Paris. Alors dans le département, on a à peu près, c'est difficile de les comptabiliser, on a à peu près 3000 jardins familiaux. Alors il n'y en a pas beaucoup qui adhèrent à la Ligue du Coin de Terre, enfin la Fédération des jardins familiaux, beaucoup sont indépendants. Alors je vous ai mis donc des photos pour revenir aux groupes qui se sont mis en place dans les années 70, autour déjà d'un lieu emblématique, la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, avec les jardins familiaux des Larisses. Vous voyez en bas le début des jardins familiaux, donc dans cet album de Bernard Hirsch, conservé aux archives départementales. Les jardins étaient associés à un jardin écologique. Vous le voyez en haut, la pancarte du jardin écologique des Larisses. Le jardin existe toujours. Il avait été aménagé sur une friche, là où il y avait les déblais de la ville nouvelle. Donc les membres de l'association ont dû auparavant déblayer tout ça, donc pour créer ce jardin, déjà peut-être un des premiers jardins écologiques du département. Voilà, avec ce groupe aujourd'hui, donc vous voyez qui est tout près des immeubles et donc au premier plan les parcelles jardinées. Donc c'est une photo de 1993 et un groupe qui était dynamique, puisque je sais qu'à un moment, ils accueillaient par exemple des enfants pris en charge par l'hôpital de jour de Pontoise qui venaient un petit peu jardiner avec eux. Donc des groupes qui s'ouvrent bien souvent aux écoles, aux hôpitaux, aux associations pour accueillir des chômeurs, des personnes en réinsertion. Je pense à Sarcelles par exemple. Alors, vous voyez les débuts du groupe de Sarcelles, là aussi un groupe emblématique puisqu'on a une image tellement stigmatisée de Sarcelles. Donc vous voyez les débuts des groupes, le groupe Jean-Jacques Rousseau, donc vers 1968, c'est vraiment le tout début de ce groupe. Il a été aménagé en 67, donc là on est peu de temps après le premier coup de pelle, sur le site, les friches d'une ancienne briqueterie. Donc là aussi, un terrain pas évident à cultiver. Avec aujourd'hui trois sites à Sarcelles. On aperçoit là en bas le site des Prés-sous-la-Ville. À côté du parc, il y a des jardins. Vous voyez, on les voit tout en bas sur la gauche, on voit les petites parcelles. Donc, on n'est pas loin du grand ensemble. Et puis donc, à droite, juste derrière le chemin de fer, les cabanes du site de Chauffour. Alors la photo est déjà un petit peu ancienne parce que donc vous voyez là des photos plus récentes de ce lieu. Avec en bas à droite, on a la cabane et on a le petit abri, la petite tonnelle de jardin où venir manger, donc des lieux particulièrement agréables et dynamiques aujourd'hui.
puisque donc, alors les jardins du Cheminot, hein, qui représentent des sites importants, notamment là on a le site de Éragny, Saint-Ouen-l'Aumône, avec des parcelles qui sont relativement grandes, qui sont toutes pareilles, les cabanes toutes pareilles aussi. Il y a sur chaque parcelle un lieu pour garer sa voiture. Seul un tiers de la parcelle doit être cultivé, donc le reste c'est plutôt pour la détente et le gazon. Alors l'association des jardins du Cheminot, qui s'appelle aujourd'hui Jardinot, gère aussi des sites à Persan et à Berne. Donc ce qui fait quand même un ensemble de sites importants dans le département. Le site le plus important étant celui de Fosse-Marly, qui regroupe 368 jardins. Là encore, donc des photos de Pontoise. Hein, on est à proximité des Louvrais, des Cordeliers, donc tous les nouveaux quartiers construits dans les années 70 à Pontoise. En bas, des jardins à Sannois, qui, je pense, malheureusement, ont peut-être été expropriés par le BIP. Hein. C'est des photos qui datent de 1980-93. Pour finir, donc en haut, un petit peu le groupe de Beaumont. Là, on revoit à nouveau Éragny. Et puis, alors, les derniers groupes, eh bien, il y aura un groupe à Taverny, hein, sur la couverture de la 15, qui s'est mis en place récemment. Un groupe à Autil. Autil, on est dans une toute petite commune dans le Vexin, avec des jardins partagés qui se sont mis en place en 2017. Et puis à Incourt aussi, donc un tout nouveau groupe avec à la fois des jardins familiaux, donc des petites parcelles individuelles, et puis un espace de jardin partagé. Et là, qui se sont mis en groupe, qui se sont créés tout récemment, donc en 2018. Avec donc dans beaucoup de groupes, comme je vous l'ai dit, des parkings, des aires de jeu, des abris collectifs pour les réunions de jardiniers. Il n'y a plus de fêtes de jardin comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur les photos dans les années 1900, mais des barbecues, des pique-niques. Les jardins s'ouvrent notamment au mois de juin pour les visites extérieures. On a des sites où les promeneurs peuvent se promener parmi les groupes de jardins. Je pense que c'est ainsi à Daumont, à Mériel, puisque à Daumont, les jardins sont inscrits dans une coulée verte. Dans les forums d'associations, les groupes de jardins sont présents. Donc, une bonne intégration parmi les communes. Et voilà, donc je vous remercie. Peut-être avez-vous des questions? Bonjour, pour ça, moi, je confirme, il n'existe plus. J'ai acheté ma maison en 90, juste à côté, Mitoyen. D'accord. J'ai connu les jardins, qui maintenant c'est le BIP, qui va jusqu'au champ de course. Donc, en termes de jardin, c'est autre chose. D'accord. Par contre, il y en a un petit qui s'est créé il y a quelques années sur la commune de Saint-Gratien, juste à côté, le nom du cimetière. Quand j'ai quelques années, il y a 2 ans. Hein. C'est très, très récent. D'accord, parce qu'il me C'est semble que j'avais vu. Ici, mais sur où il y a un dépôt postal où les facteurs prennent leur courrier. Mais ça bouge beaucoup, hein, les groupes. Il y a le cimetière, donc ça a été entièrement, mais on leur a laissé un terrain. Point. Ah ben oui. Donc je passe régulièrement à côté, voire au moins une fois par jour. Sur les tout autour, c'était grillagé. On leur a mis des cabanes pour récupérer l'eau. Mais tout autour, ils ont évacué les herbes, les racines. Ah oui, ça peut déplanter. Aujourd'hui comme autrefois, c'est un gros travail. C'est dommage qu'on leur donne un terrain, mais qu'on ne leur donne pas, au moins venir avec un engin agricole, les communes comme Saint-Gratien, Salon en disposent. Alors après, tout dépend. Tout dépend des relations avec les communes, tout dépend de l'implication et de la motivation des communes. C'est vrai qu'il y a des créations, c'est pareil, certaines communes gardent en gestion, notamment par le biais des CCAS, les jardins, les groupes de jardins. Donc c'est elles qui assurent le suivi, en général le premier aménagement, c'est elles qui souvent sélectionnent les jardiniers. D'autres communes remettent ces groupes à des associations, à charge pour ces associations de gérer les groupes. On a des configurations très différentes et je vous avoue qu'il faudrait vraiment faire une étude aujourd'hui et pouvoir disposer du temps que je n'ai pas malheureusement pour essayer d'aller voir
dans chaque commune ce qui se passe ou pas, quel est le statut, quel est effectivement les cotisations sont très différentes aussi en fonction du terrain. Est-ce qu'il est propriété de la commune, est-ce qu'il est loué par une association, est-ce qu'il est... Donc effectivement des statuts très très différents. Les jardins du Cheminot que vous avez vus si beaux, mais c'est parce que ils bénéficiaient d'aides, d'aménagements préalables, d'installation de cabanes. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quand on y était allé en 93, puisqu'en 93 j'ai fait le tour des jardins pour l'exposition, les allées étaient entretenues par quelqu'un qui était payé soit par la SNCF ou par l'association via les subventions qu'il pouvait avoir. Mais c'est vrai que c'était... Pour celui de Saint-Gratien, on leur a construit des petites cabanes, toutes identiques, et la clôture extérieure pour ne pas se faire voler les légumes. Et par contre, la partie intérieure, on commençait par tracer des allées pour dégager, et puis après, il y avait sur les parcelles, il y avait des gros tas puis tout doucement, les tas ont bougé. Jusqu'à venir en périphérie derrière les grillages. Finalement très évacué, mais il faut parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que le groupe soit aménagé, pour que les terrains soient cultivés, pour que les adhérents se mettent au jardinage alors que bien souvent ils n'ont pas de compétences. On voit arriver une nouvelle génération dans les jardins, peut-être de jeunes, la population a priori se rajeunit, mais avec des gens qui n'ont pas forcément jardiné, qui n'ont pas de transmission. Moi, je sais qu'en 93, j'avais rencontré des gens qui jardinaient depuis longtemps, qui m'avaient dit que leur père jardinait. On voyait dans les groupes de jardin, mais ça, l'abbé Lemire le remarquait déjà au début du XXe siècle, en fonction des cultures, s'il y a des choux portugais, s'il y a de la menthe, on sait d'où vient le jardinier. Après, il y a les échanges de plants, mais c'était l'un des grands avantages du jardin. Le jardinier cultivait ce qu'il pouvait, ce qu'il savait cultiver, ce qui se faisait traditionnellement au pays d'origine ou dans la famille. C'était une des grandes libertés du jardinier. Mais effectivement, les groupes sont très différents. Mais il y avait une certaine communauté, parce que la parcelle que j'ai achetée, au fond, il y avait une petite barrière dans la clôture qui passait dans le jardin à côté, qui atterrissait dans le jardin ouvrier. Il y avait 4 ou 5 parcelles entre les deux, et les gens communiquaient directement par les jardins. Et bon, maintenant, évidemment, chacun a refait ses clôtures. Oui. Il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de... D'accord. Alors, c'est pareil, je voulais compléter. Au départ, quand il y a eu le renouveau des jardins, un petit peu, les jardins étaient attribués aux habitants des immeubles collectifs. Et puis on s'est rendu compte que dans un certain nombre de lotissements pavillonnaires, il y avait des règlements de copropriété qui interdisaient de faire du potager. Et de fait, quand il y a suffisamment de place, eh bien, les jardins sont aussi attribués aux occupants d'un pavillon si ceux-ci désirent jardiner. Je voulais vous demander quelle surface minimum ils avaient ou en moyenne, quelle surface ils pouvaient avoir. Ça dépendait Ça dépendait, ça pouvait aller jusqu'à 300 mètres carrés, mais peut-être dans certains endroits 150. Ça dépend beaucoup du terrain disponible. Voilà, il y a des groupes qui à un moment proposaient différents types de surfaces. Ça, quand on commençait, on pouvait prendre un plus petit. Certains ne souhaitent pas jardiner et travailler sur 300 mètres carrés. Ça dépend parce beaucoup. Que ça fait beaucoup de travail. Oui, 300 mètres carrés. Tout à fait. Donc non, je pense que ça a plutôt tendance à se réduire. Voilà. Et normalement, ils gardaient le terrain longtemps, toute leur vie ou... Alors, ils le gardent, c'est à vie, a priori, à partir du moment où ils restent adhérents à l'association, où ils cotisent, où ils respectent le règlement, etc. Mais ça n'est pas transmis aux enfants. Comme partout, mais depuis longtemps, il y a des listes d'attente, plus ou moins importantes selon les sites. On m'a parlé de lieux où il y a des listes d'attente, il y en a pour 2 ans, 3 ans, voire plus pour obtenir un jardin. Donc effectivement, le jardin est remis dans le pot quand la famille disparaît ou n'est plus capable de cultiver le jardin, ce qui peut être difficile pour les enfants qui sont venus longtemps au jardin et qui ont aidé les parents. Voilà.
Merci. Peut-être vous voulez compléter, on a quelqu'un de la Fédération des jardins familiaux, non? Merci beaucoup. Peut-être aujourd'hui dire qu'on retrouve une véritable appétence sur les jardins familiaux, notamment avec les problématiques de développement durable, de biodiversité, de réchauffement climatique. Et surtout une volonté de retrouver ce lien social qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc le rapprochement interculturel, intergénérationnel est très important. Et pour être allé hier au Salon des maires de France, on voit vraiment que les collectivités sont en demande de refaire des jardins familiaux dans leur commune, que ce soit en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. Ça, c'est quelque chose de positif pour l'avenir des jardins. Hein. C'était beaucoup moins le cas, effectivement, il y a 30 ans. Hein, mais c'est vrai que cette mixité, moi, on en avait parlé à Sarcelles, est importante. Cette mixité sociale, les jardins restent plus que jamais des lieux d'intégration. Hein. Je pense aux jardins de Gonesse, de Villiers-le-Bel, et puis qui redonnent une image aussi positive de certaines communes hein, qui valorisent les jardins. On connaît la filiation, vous l'avez montré, entre les jardins ouvriers familiaux et le tissu pavillonnaire, notamment à travers les cités-jardins, quand on est un peu une forme de théorisation et d'implication. Est-ce qu'on sait s'il y a des exemples de jardins familiaux ou ouvriers qui ont finalement conduit à la création qu'on réussit leur transformation en parcelles d'habitation? Il y a eu une expo il y a quelques temps à la Maison de banlieue d'architecture en Essonne, à la Tisserance, qui s'intitulait du cabanon au pavillon, et qui parlait un peu de ce phénomène-là. Alors du cabanon au pavillon, oui. Hein. Nous, on a des exemples ici de familles qui ont commencé, peut-être suite à la loi Loucheur ou après, à aménager un pavillon. Par contre, dans les jardins associatifs, non, j'ai pas d'exemple parce que, pas en France, mais par contre, il faudrait peut-être regarder dans le nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, peut-être aussi en Allemagne. Hein. Vous avez vu que la photo là, de Berlin-Charlottenburg, il y avait déjà des cabanes plus importantes. Ici, en France, il n'y a pas de... Il n'y a jamais eu l'autorisation de dormir dans les cabanes. Voilà, c'était pas un lieu de résidence. Voilà. Alors, il y en a certainement qui ont dormi dans les cabanes. Il y avait de l'élevage dans les cabanes, alors que normalement c'était interdit. Alors ça, il y avait des périodes de guerre qui étaient un peu spécifiques, mais bon, même à Ivry, on m'a parlé de ça. Donc non, je pense que les jardins ouvriers, familiaux ne se sont pas transformés. Alors, je vous évoquais le début, le projet de l'abbé Lemire et des terrianistes. Le jardin moyen d'acquérir le terrain, construire une maison, c'était utopique, ça ne s'est pas réalisé. Ça sera des projets gouvernementaux, la loi Loucheur, etc., les lois, les HBM, de soutien comme ça, l'accession au logement. Mais non, il y a eu quelques maisons dans les jardins, à Saint-Étienne, à Sceaux. Alors à Sceaux, c'était un notable et le prix du concours de jardinage, c'était une maison. Donc vous voyez, il y a eu 10 maisons peut-être. À Saint-Étienne, on a des photos des maisons dans les années 1900, mais elles n'ont pas dû durer longtemps. Non, j'ai pas d'exemple. Alors après, il y en a peut-être, hein, je connais pas tout. Mais non, je pense que ça a été d'autres... autant d'un point de vue individuel, oui. On est passé du jardin de villégiature, le cabanon, à la construction de la cabane. Autant d'un point de vue associatif, non, ça a été après, vous voyez, des sociétés d'HBM, de foyers du travailleur ou de choses comme ça, mais pas des groupes de jardins, pas à ma connaissance. Merci beaucoup. Merci de votre attention.